Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Christian de Villeneuve, journaliste, éditorialiste. Bonjour Christian. Bonjour. Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. On n'a pas demandé à Charline Vandenecka si on avait le droit de vous recevoir. Mais on auriez dû. Oui, on aurait dû. Jean-Luc Benamias, président de l'UDE, membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Éric Revel, journaliste. Bonjour. Bonjour, ancien patron de très nombreuses rédactions. Voilà. On ne dira pas lesquelles. Vos coups de cœur, vos coups de gueule dans un instant. Radicalisation dans le service public, un énième rapport. Vous avez peut-être entendu ce matin, on en a parlé déjà sur l'antenne de Sud Radio, le rapport de 2 députés sur la radicalisation dans les services publics. Bon, on découvre la Lune. Ça fait un moment que certaines de ces choses qui sont racontées sont sues. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous avez remarqué une forme de radicalisation dans les services publics? On attend vos réactions. On va parler de la circulation différenciée. Alors, vous êtes concerné si vous habitez une grande agglomération, que ce soit Paris, Lyon, Grenoble. Il y a une ou deux autres villes. Donc, on peut circuler si on a une voiture neuve, en gros, avec une vignette à 0, 1, 2. Et ensuite, si vous êtes avec une voiture ancienne, c'est plus compliqué. Ce qui veut dire que les gens qui sont pauvres et qui ont une voiture ancienne, qui n'ont pas eu le moyen d'en racheter une, ne peuvent pas circuler aujourd'hui. Et puis la fin du concours d'entrée à Sciences Po, la fin des élites, on en parle avec vous et on commence. On va commencer peut-être avec Christian. Vous avez quelque chose de positif? Oui, moi j'aime bien les choses positives. Donc on va faire un petit cocorico à propos du restaurant Mirazur. Qui a été déclaré meilleur restaurant du monde. Meilleur restaurant du monde. C'est un chef argentin, ce restaurant. Alors c'est Mauro Calogero. Pas Calogero. Cola Greco. Donc c'est un restaurant argentino. Non, il est très français. Il est très français. Alors il faut quand même donner aux éditeurs, c'est une bonne nouvelle pour le Sud. C'est à Menton. Oui, c'est à Menton. Et il est 25% de ses produits ils relèvent de l'autosuffisance, puisqu'il cultive ses légumes et tout ça. Donc, pour une fois qu'on est champion du monde, on va faire cocorico. Champion du monde dans quelque chose de positif, parce qu'on est champion du monde dans beaucoup de domaines dont on n'est pas très fier. C'est une bonne nouvelle. Et il y a effectivement, un choix qui a été fait et on est plutôt content. On est quand même souvent champion du monde dans le domaine sportif. On est assez fiers, chez les femmes et chez les hommes. Non, mais c'est un restaurant très multiple. À Valérie sur le côté. Je fais du positif aujourd'hui. Oui. Alors, il se trouve que vous avez le même... non, peut-être pas le même coup de cœur, si, Jean-Luc, c'est pour le foot féminin. Oui. Ah bah oui, moi aussi. Alors, Jean-Luc, c'est pas original. Non, pas du tout. Mais c'est pas original, mais ce qui est clairement, ça a été quand même... Ça a mis du temps en France à apparaître comme les filles au niveau. Et je parle pas que des Françaises. Moi, je regarde pas mal de matchs. Je trouve que... Franchement, soyez honnête. Oui. Vous vous emmerdez pas? Non, pas du tout. Pas une seconde. Les spécialistes, les gens qui aiment un peu le foot, ils vous disent quand même que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Techniquement, les équipes ont fait des progrès. Non, mais c'est une grosse provoque parce que on pourrait dire la même chose dans ces cas-là du basket, du hand féminin. C'est pas vrai. Non, là, il y a des scores 10 millions, 12 millions qui interpellent effectivement, où il y a une adhésion. Et ça vient pas de ils adhèrent au symbole. Oui, ils adhèrent au symbole, mais le jeu en lui-même. Mais le jeu, soyez honnête, Jean-Luc, le jeu. C'est incroyable. Je suis totalement honnête. Je pense être un spécialiste du monde sportif et du football. C'est vrai, je sais pas du tout. Alors Jacques me dit, Valérie, vous n'aimez pas la France toujours à débiner. Non, je débine pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a strictement rien à voir. Je suis ravie d'abord du coup de cœur de Christian de Villeneuve et Cocorico la France, donc je suis très fière. Je parle pas du foot français, je parle de cet engouement pour le foot féminin que je trouve, moi, artificiel. Je dis depuis le début. Sur le foot féminin, je vais vous dire pourquoi moi j'en ai fait mon coup de cœur, parce que d'abord, je trouve que c'est une très bonne chose quand les femmes prennent toute leur place dans quelques domaines, que ce soit où les hommes ont régné en maître absolu, c'est une première chose. Et sur le côté emmerdant des matchs, vous dites, pardon Valérie, mais vous n'avez peut-être pas regardé les matchs d'équipe nationale masculine, où on est capable, suivant l'enjeu, de s'emmerder à 100 sous de l'heure de la même manière. En fait, ce qui fait que les matchs seront très tendus, et peut-être le dernier, l'équipe de France face aux Brésiliennes, c'est que l'enjeu était tel, il y avait une élimination directe, qu'effectivement, ça a été... Mais c'est ça la dramaturgie d'un match de foot. C'est parfois quand ça joue beaucoup moins bien, qu'on sent que n'importe quoi peut se passer, que le score peut basculer, qu'une équipe peut
l'emporter. Ça fait partie d'un match de football, qu'il soit féminin ou masculin. Et puis, pardon, voir l'équipe de France de foot qui fait plus d'audience sur les chaînes que l'équipe de France en ce moment masculine de foot, qui est pourtant championne du monde, moi je trouve ça, symboliquement, c'est magnifique. Et ça n'est pas qu'un phénomène français. Je veux dire, ça arrive en France, tout d'un coup on découvre. C'est vrai que l'équipe de France féminine, les filles, elles ont déjà joué devant 10 000 personnes. Non, elles jouent devant 25 000. Il y a 12 millions de personnes qui les regardent. C'est extraordinaire. Mais c'est pas uniquement un phénomène de mode, c'est un phénomène réel. Il n'y a aucune raison que tous les sports collectifs, notamment avec un ballon féminin, ne soient pas au même niveau que le sport masculin. On a quand même le droit d'aimer regardez les femmes qui dansent plutôt que les femmes qui jouent au foot. Non, alors là, c'est pas possible. Là, vous pouvez pas dire ça. Je suis très politiquement incorrect. On a le droit d'être politiquement incorrect, mais voilà, Finn Colcrout a été plus incorrect que vous. En revanche, vous aviez un autre coup de cœur, et je le partage pour Marlène Schiappa. Enfin, coup de gueule plutôt. C'est un coup de gueule. C'est un coup de cœur. Moi, je trouve que pour une fois, elle était claire. Alors, ok, elle est claire, mais sauf que Marlène Schiappa, qui est prête à dégainer à la seconde près dès l'instant qu'il y a un tweet qui passe, elle a quand même mis 2 jours ou 3 jours pour prendre position sur l'affaire des burkinis à Grenoble. Ouais. Pardon, mais l'affaire des burkinis à Grenoble, on peut en débattre à l'infini, mais c'est comme une provocation contre la République laïque française. Ouais. C'est une provocation. Après, on peut se dire, les femmes... On a parlé beaucoup hier. Marlène Schiappa, qui est tout le temps, je veux dire, en train de regarder son compte Twitter, voir s'il n'y a pas un truc sur lequel elle peut communiquer, sauter sur l'occasion de faire parler d'elle. Et là, elle a quand même réfléchi pendant 2 jours, avant de faire une déclaration qui est claire, effectivement, condamnant, et d'ailleurs taclant le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a quand même verbalisé ces femmes, puisque il y a des arrêtés qui disent que dans une piscine municipale, on se baigne en maillot de bain et pas autrement. Bon. C'est pour ça que je trouvais que ça peut vous sembler. Je vois dans le point Sophie Coignard qui trouve que ses propos sont ambigus, puisqu'elle dit donc elle condamne, et en même temps elle dit bien évidemment inversement, cette crispation du débat ne doit pas mener à des discriminations, et les femmes, quelle que soit leur religion ou leur mode de vie, doivent pouvoir accéder à des piscines municipales. Comment on fait Alors comment on fait effectivement, c'est un peu étrange. Jean Messia. Alors moi je vais pousser un coup de gueule. Contre ce que j'appelle les antiracistes, qui pour moi sont les derniers des racistes français. Je vais vous donner 2 exemples, dont un s'est passé ici à votre antenne il y a quelques jours, où lorsque nous avions un débat avec Pierre-Henry, le président de France Terre d'Asile, vous savez, cette association immigrationniste, c'est une association qui défend les migrants. Je traduis. J'ai laissé parler tout le monde, et j'étais pas en accord avec tout ce qui s'est dit, mais j'ai interrompu personne. Lorsque nous avions un débat sur l'identité et qu'il semblait en difficulté, il m'a dit oui, Hossam Jean Messia, égyptien, vous avez raison. Et donc il m'a renvoyé à mes origines. Lui qui est un antiraciste patenté, reconnu par le système, finalement refuse de me voir en tant que Français. Le deuxième exemple, c'est l'inénarrable sénatrice Esther Benbassa, que j'avais eu devant moi dans une émission à Balance ton poste, et qui en marge de l'émission m'a dit mais vous êtes d'origine étrangère et vous osez défendre ainsi l'identité française, mais vous devriez vous faire soigner. Et elle a réitéré un propos à peu près similaire à l'antenne de LCI il y a quelques jours. Donc si vous voulez, voilà, moi je crois qu'il y a eu un double mouvement depuis les années 80, à la fois de massification de l'immigration sous le double impact de l'idéologie sans frontiériste néolibérale et du regroupement familial, et en même temps des élites dirigeantes qui arrivaient au pouvoir, qui n'ont eu de cesse de défranciser la France. C'est un coup de gueule, là, donc, si vous voulez, moi j'en ai marre de ces Fouquier-Tinville qui viennent administrer des leçons de tolérance et d'antiracisme, et qui, à chaque fois qu'ils ont en face d'eux des immigrés assimilés français de cœur, les renvoient à leur origine. Et c'est là où nous découvrons qu'en réalité l'antiracisme n'a absolument pas pour but l'intégration ou l'assimilation des immigrés. Au contraire, ils considèrent que les immigrés doivent rester des objets déifiés sur lesquels ils projettent leur fantasme gauchisant, sans que jamais ils ne s'intéressent à leur appropriation de la France. Et dès lors, je termine, dès lors qu'ils s'approprient la France et qu'ils deviennent des Français de cœur, ils sont haïs au même titre que les autres Français.
Bon, on va passer... C'est un point de vue. C'est un point de vue, donc personne ne réagit. Radicalisation... Il y aura beaucoup de choses à dire, mais... Oui. Bon, si vous voulez... Radicalisation dans le service public, on va y revenir dans un instant. Un énième rapport pour rien, RATP, club sportif, prison, bref. Le rapport parlementaire alerte sur la radicalisation dans les services publics. On découvre la Lune, point d'interrogation. Je vous pose la question, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Ah, je me sens frais. Ça va la confiance là ? Bah oui, c'est le mois du frais chez Netto. Jusqu'au 29 juin, dès 25 € d'achat, on peut tenter de gagner 1 an de fruits et légumes. Et je te raconte pas de salade. Prépare le panier en file chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Un gagnant par magasin, magasin participant et règlement sur netto.fr. L'instant Darty. Et la vaisselle, elle va se faire toute seule ? J'y compte bien. C'est les soldes chez Darty. Le lave-vaisselle encastrable Bosch 44 décibels classe A+, livré et installé gratuitement, est à 499 € au lieu de 649, soit 150 € d'économie. Référence SMV 46KX05E. Date des soldes selon décret dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio. En Haute-Loire. Au Puy-en-Velay. Sur 91 FM. Le château de Duras vous plonge dans l'ambiance du XVIIe siècle et vous fait découvrir la vie de château. Après les appartements de la Duchesse en 2018, découvrez en nouveauté dès le 20 juin les appartements du Duc, meublés en partenariat avec le Mobilier National. Grandes et petites salles à manger, salon de billard, chambre du Duc et de la Duchesse, salon de compagnie, salle des maréchaux, chapelle privée. Appréciez les meubles d'époque, canapés, tapisseries, guéridons. Le château de Duras dévoile la vie des Ducs en Nouvelle-Aquitaine. Dites Sarenza façon waouh la nouvelle collection de vêtements. Sarenza, waouh. Maintenant, scotché par les prix en solde. Sarenza. Pressé d'emmener votre short filet à la plage. Sarenza. Déchiré entre les Jonac et les Clarks. Oh, Sarenza. Amoureuse folle d'une paire de Adidas. Oh oui, Sarenza. Voilà, exprimez-vous. Avec des soldes jusqu'à moins 60% et plus de 500 marques de chaussures et de vêtements. Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Dans le cadre de son développement, Eden Auto, un des leaders de la distribution automobile française, propose de nombreux postes CDI ou en alternance sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Mécaniciens, carrossiers, peintres, magasiniers, commerciaux. Postulez sur edenauto.com, rubrique offre d'emploi. Vous rêvez d'une nuit d'été autour d'un merveilleux dîner au cœur du château médiéval de Peralada en Catalogne. Découvrez le restaurant La Parilla. Du 4 juillet au 28 août, un buffet gourmet méditerranéen et une ambiance musicale live unique pour succomber aux saveurs des nuits gourmandes de La Parilla. Réservation sur casinoperalada.com. Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Kuga FlexiFuel au superéthanol E85 et payez votre carburant 2 fois moins cher. Parfait, Georges. Sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. OK, Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Bah, c'est ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga FlexiFuel au superéthanol E85 et payez votre carburant 2 fois moins cher. C'est Teddy qui l'a dit. Carburant 2 fois moins cher en comparaison. Prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. Voir Ford.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On attend vos réactions donc à ce rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics. Le texte alerte également sur la situation au sein du groupe Aéroport de Paris, donc des services publics, notamment ce qui concerne la sécurité, l'éducation, qui sont peu touchés par la radicalisation, mais la menace persiste et en particulier dans les prisons. Donc ces deux députés appellent à la vigilance. Alors c'est un peu dur en même temps aussi. Ils appellent. Alors ils sont là. Il y en a un qui est La République En Marche et l'autre qui est LR. Ils sont globalement rassurants, mais ils appellent à la vigilance. Donc je voudrais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire. Moi je pense que ce sont de très bons communicants, ouais. les deux députés. Et je trouve qu'ils se font une publicité personnelle sur une question qui est très sensible. Voilà. Et je trouve par ailleurs que la manchette du Figaro est totalement outrancière en disant le rapport choc. L'électrochoc. L'électrochoc. En fait, il raconte enfin, ce rapport, on l'a pas lu, moi j'en ai vu des extraits. Des larges extraits. Des larges extraits. Bon, relate ce qu'on savait déjà très bien. Je pense il appelle à la vigilance. Il a tout à fait raison. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'il met l'accent justement sur les milieux sportifs. Et ça, c'est complètement vrai. Et en plus, comme ça relève du domaine privé, c'était beaucoup moins contrôlé que dans les services publics.
Et moi, une chose aussi qui est plutôt rassurante à la lecture de ce rapport, c'est que les services de renseignement sont quand même déployés tous azimuts. Hein. Et ça, est-ce que c'est suffisant, Christian Villeneuve? Parce qu'il y a effectivement ce que dit Yves Tréhard dans son éditorial, c'est un rapport sur la radicalisation islamiste. Donc il dit un monde qui refuse d'ouvrir les yeux. Donc est-ce qu'on refuse d'ouvrir les yeux depuis X années? Clairement, je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, et encore quelques années, quand vous osiez dire des choses pareilles, vous étiez accusé d'islamophobie, vous étiez accusé de stigmatisation, et c'était une fake news. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on voit que c'est là juste la réalité, quoi. On ouvre les yeux sur une réalité qui existe depuis des dizaines d'années. Les deux auteurs du rapport disent que la situation n'est pas alarmiste. Le Rassemblement national en parle depuis une dizaine d'années. Il a été accusé de pique-pendre et aujourd'hui, que la voix au Rassemblement national, bah non, mais moi je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé encore. Oui, mais si vous commencez en m'interrompant, ça va aller. Allez-y. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que pourquoi, cher monsieur, mais chacun son tour. Pourquoi ça se passe comme ça? Encore une fois, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est qu'on a organisé un véritable désert identitaire où les gens ne savent plus qui ils sont. Et donc, évidemment, la nature ayant horreur du vide, des identités alternatives prennent la place de l'identité nationale qui a été accusée d'être... Est-ce que ça va aussi loin que ça? Bien sûr. Vous savez, vous connaissez le nombre de jeunes qui vont... Le nombre de jeunes convertis qui vont faire le djihad, la proportion de jeunes convertis qui vont faire le djihad, ou même la proportion de Français d'origine musulmane qui s'engagent dans les armées. Mais là, on n'en est pas là. Non. Si, là, c'est pas le sujet. Si, parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi une conséquence des politiques d'immigration. Aujourd'hui, l'immigration n'est plus une chance pour la France, c'est plutôt une chance pour ceux qui haïssent la France. Bon, Eric, alors, en fait, je regardais là sur mon téléphone parce que j'avais en mémoire quand même ce bouquin qu'a écrit à l'époque, en 2006, Philippe de Villiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Les Mosquées de Roissy. Alors tout le monde lui était tombé dessus en disant il a beaucoup exagéré, il a beaucoup... bon. Là, moi, j'ai pas lu le rapport, mais cette idée qu'il y aurait une radicalisation dans un certain type de personnel aux aéroports de Paris, c'est quand même quelque chose dont on a entendu la petite musique depuis des années, parce que le livre de Philippe de Villiers date de 2006. Voilà. Oui, non, mais voilà, donc c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Alors maintenant, là on est autour d'une table, on n'est pas sur les pistes à Orly, et on n'est donc pas, enfin à mon sens, en tout cas moi, pas compétent pour juger de cette réalité. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait que il y a une chose qui est certaine, c'est que des sujets comme ceux-là, quand on les abordait il y a 10 ans, on était immédiatement catalogué de fascistes ou de ce qu'on voulait. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, en tout cas, on s'arrête, et d'ailleurs, on le commente. On commente ce sujet. Voilà, il y a quand même une évolution. Mais bien sûr, Christian, il y a eu quelques événements. Mais ces événements-là ne doivent ni nous ouvrir les yeux avec excès, ni nous les fermer de manière définitive. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des thèmes qu'on n'abordait pas. Voilà. Je veux dire, je ne veux pas fermer les yeux sur la réalité. Mais les auteurs même de ce rapport, qu'ils ont bien mis en scène, expliquent, que la situation n'est pas alarmiste et que le problème dans les services publics est marginal. Et que sur, effectivement, les 80 000 employés aux aéroports de Paris, il y en a 80 qui s'appellent ciblés. Voilà. Après, le problème existe. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais il ne s'agit pas non plus de dramatiser. Mais il y a quand même un paradoxe entre tout va à peu près bien. Tout va à peu près bien, c'est plus ou moins le message. Et puis en même temps, on fait la une du Figaro, on va dans les médias pour parler du rapport. Le sujet est explosif. Mais pour autant, il s'agit bien d'un rapport. Je connais bien Éric Diard, des Bouches-du-Rhône, député LR des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône, qui est plutôt un garçon qui, quand il fait une étude comme celle-là, va au bout de son étude. Il y a eu 8 mois d'enquête. Ce qui est frappant et ce qui est pour moi... Alors, d'une part, faut quand même se rappeler que ce qu'on appelait les renseignements généraux, depuis à peu près 25 ans, tout ce que le travail des renseignements généraux est sur la recherche de l'islamisme, de contrôler l'islamisme radical. C'est leur travail prioritaire. J'ai fait suffisamment de politique dans ma vie pour savoir que quand on rencontrait les renseignements généraux, c'était pas les mêmes questions qu'on posait il y a 30 ans et après, maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc, Après, il y a eu cette problématique dans Aéroport de Paris. 80 sur 80 000.
Évidemment, c'est dangereux, c'est sensible. C'est sensible. Non, mais j'entends bien. Je termine. Ce qui est remarquable dans ce rapport, on verra s'il sera quelque chose ou pas, c'est dans le domaine sportif. Surveillons les clubs de tir. Surveillons les clubs de tout ce qui concerne les sports de combat. Mais Jean-Luc, pardon, sur ADP, moi je ne vais pas en rajouter, mais c'est sur Aéroport de Paris. C'est, à mon sens, c'est moins le nombre qui pose de questions que les emplois et les statuts des gens. Parce que, évidemment, c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui est dans les bureaux et qui n'est pas au contact des avions, par exemple, et qui est radicalisé, que quelqu'un qui est sur le tarmac et qui a accès. Donc attention. Bien sûr, 80 sur une dizaine de milliers, mais attention. Et le rapport n'est pas là-dessus. J'ai pas de doute. Pas tous, on ne comprend pas tout. Jean Messia. En plus, si vous voulez, qu'il faut quand même se poser la question, c'est comment on en est arrivé là, parce qu'il faut quand même un jour poser la question. Cette réalité-là, elle tombe pas du ciel, elle n'a pas été créée par hasard, c'est quand même une évolution qui a été plus ou moins facilitée précisément par ceux qui ouvrent les yeux aujourd'hui, qui hier les fermaient, et qui ont soit par silence coupable, soit par aveuglement, soit parfois d'ailleurs par clientélisme politique, ont favorisé l'entrisme islamiste dans nos services publics. L'islamisme, je le rappelle, c'est un totalitarisme. C'est le totalitarisme. Non, c'est le totalitarisme. Mais attendez, c'est pas moi qui ai inventé cette réalité. Vos auditeurs veulent ce que vos électeurs veulent entendre. On n'a jamais été au pouvoir. C'est-à-dire vous accusez les autres de clientélisme. Pendant des années, on a dénoncé cette réalité pendant des années. On n'a jamais été au pouvoir pour nous faire accuser aujourd'hui de clientélisme. Je ne vois pas. Et puis les villes qu'on a conquises, elles sont très récentes. Donc je ne vois pas où est le clientélisme. Je crois que nous exprimons une réalité que beaucoup de Français ressentent. Bien sûr, c'est que vous ne la ressentez pas quand vous habitez le 6e arrondissement de Paris. L'islamisme, vous ne le voyez pas. Mais allez, déplacez-vous dans certains départements et dans certaines zones, voire dans certains services publics qui accueillent du public, comme les hôpitaux, les urgences, etc. Et vous allez voir que le problème n'est pas marginal. Mais c'est pas ce que dit le rapport. Le rapport, justement... Ils n'ont pas écrit partout. Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Manuel en ligne, on aura Olivier, on a plusieurs appels qui veulent réagir. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, nous serons en compagnie de Daniel Ballesteros. Daniel Ballesteros est médecin et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'amour et le sexe, c'est bon pour la santé. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez envie de le savoir, vous pouvez nous appeler dès à présent au 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter de soldes qui sont vraiment des soldes. Profitez des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles pour toute la famille. Jusqu'à moins 70%. C'est quand même vraiment bien, non ? Les soldes par Kiabi, du 26 juin au 6 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Sud Radio, dans le Tarn, à Castres, sur 104.7. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Auchan, et la vie change. Et aujourd'hui, c'est la journée de Lucie qui change. Avec plus de 50 produits 100% remboursés. 100% remboursés, Lucie. Toi qui rates jamais une bonne affaire, il va falloir de gros bras pour porter tout ça. Tu voulais une excuse pour appeler Jérémy ? Bah voilà, c'est tout trouvé. Aujourd'hui seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent une sélection de plus de 50 produits 100% remboursés en bon d'achat. Et votre journée change. Auchan. Offre réservée aux porteurs de carte Waouh. Remboursement sous forme de 4 bons d'achat par produit. Modalité et produits concernés en magasin et sur Auchan.fr. Showroom Privé présente un joli haut en soie avant le cours de yoga. Une robe très oh là là, robe ceci, robe cela. Appli Showroom Privé, mon temps est maîtrisé. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, c'est le jour extra sur showroomprivé.com. 10 € de remise supplémentaire sur des prix déjà totalement waouh. Profitez-en vite avec le code PERFECTDAY. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable pour toute commande supérieure à 60 €, voire conditions sur le site ou l'application mobile. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Le réfrigérateur. On y met les tomates et les mottes de beurre. Le réfrigérateur, c'est vraiment très novateur.
En ce moment, le réfrigérateur style vintage est à seulement 119,99 € avec en plus 20 € en avantage carte. C'est le prix du jour et c'est chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Dans la limite des 8298 pièces disponibles, volume net 90 litres. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Sud Radio, parlons vrai. À tout instant, réagissez, prenez la parole. Entrez dans le débat sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Christian de Villeneuve, journaliste, Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national, Jean-Luc Benamias, président de l'UDE et membre du CESE, Éric Revel, journaliste, ancien patron de rédaction. Nous parlons donc de ce rapport qui a été remis aujourd'hui et qui alerte sur la radicalisation dans les services publics, qui alerte c'est dur en même temps, tout en disant qu'il n'y a pas vraiment péril en la demeure. Alors moi, la phrase qui dit qu'il y a des trous dans la raquette qu'il faut combler, je la trouve pas très heureuse, parce que les trous dans la raquette, ils permettent peut-être de laisser passer des terroristes. Donc on n'a effectivement lu que dans les journaux ce qu'il y avait en partie dans le rapport. Il faudrait voir, mais le rapport s'inquiète particulièrement des zones d'ombre dans le domaine de la santé, de l'université, des transports, de la prison. C'est vrai qu'on a appris il y a quelques jours que des gardiens de prison radicalisés avaient été envoyés dans des centres de rétention pour mineurs, surveiller des centres de rétention pour mineurs. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. On a Manuel en ligne avec nous. Bonjour Manuel. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et bravo à Sud Radio. Et continuez de donner la voix au peuple, celui qui est méprisé. Alors moi, dans un premier temps, pour rejoindre dans les propos de Jean Messia, que je salue. Bonjour. Bonjour. Moi, il y a 50 ans, ce pays m'a adopté. Aujourd'hui, j'en ai 55. Je suis d'origine portugaise par ma mère et espagnole par mon père. Et pour rejoindre les propos justement de Jean, je trouve que nous, on a été intégrés, on s'est intégrés, on nous a pas intégrés, on s'est intégrés, nuance, hein. On a été laissés pour compte de la France un peu. On n'attend pas des remerciements, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, quand on nous assimile aux migrants qui arrivent aujourd'hui, pour moi c'est une insulte. Et pour en revenir aux djihadistes, enfin à l'islam radical, mais c'est pas de leur faute. La faute, elle est à tous ces collabos qui ont laissé faire. C'est tout. Eux, ils ont pris leur place. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un islam politique. Moi les musulmans ne me posent pas de problème. Moi, j'ai grandi avec eux, je joue avec eux. Mais aujourd'hui, on n'a pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des concurrents. On a des politisés. Et ils vont nous en faire avoir. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire que tous les gens sont comme ça. On peut pas généraliser. Merci Manuel. On a en ligne avec nous Nadia également. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Et merci de me faire participer. Mais j'ai beaucoup de colère quand j'entends certains discours, parce qu'il faut aller au fond des choses. Là, votre intervenant a dit quelque chose de très juste. Ils sont là, ils cherchent à conquérir depuis des années. Et l'histoire du Burkini, c'est une façon de conquérir. Et ils sont là, mais ça avance d'une manière pernicieuse, d'une manière sournoise, mais d'une manière méthodique. Je suis d'origine, je suis tunisienne, franco-tunisienne. Je viens de la Tunisie. J'ai vu comment les gens là-bas se battaient contre les islamistes et radicaux. Et ils arrivent. Il faut voir ce qui se passe en Tunisie, au Maroc, et en tirer des leçons. Moi, j'ai 2 filles. Je savais quand j'étais en Tunisie, je suis arrivée en 2013. Bien avant que le jour où il y aurait des élections libres, ça serait les islamistes qui viendraient au pouvoir. Et on les a mis dehors. Et ils ont foutu la pagaille, ils continuent encore de foutre. Mais les gens se battent. Les gens se battent. Et ici en France, on ne se bat pas, il y a un angélisme. Et il faut voir aussi la réalité, d'où c'est venu. Quand en Tunisie, on mettait dehors les islamistes dans les années 80 au Maroc, on les a reçus à bras ouverts en Tunisie. Et on continue à arrêter l'hypocrisie, on continue à faire venir durant le mois de Ramadan des imams du Maroc et de l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est islamisé, c'est pire. Ça n'a rien à voir avec le Maroc et la Tunisie. Et ils ont le temps d'islamiser. Alors il y a beaucoup d'hypocrisie.
Beaucoup d'hypocrisie. Alors, est-ce qu'on est assez ferme? C'est un peu la question que vous posez, Jean Messia. Ben oui, parce qu'en fait, le problème qui se pose en France, c'est pas tellement le problème de l'islam en tant que tel, c'est le problème de l'institutionnalisation d'une forme d'islam qui est celle qui est portée par les frères musulmans au plus haut niveau de représentation de l'islam de France. C'est-à-dire que les dirigeants français, depuis 40 ans, ont installé au monopole de représentation de l'islam la confrérie des frères musulmans, qui prend tout un tas de noms qui ne s'appellent pas comme ça. Et quand cette même confrérie prend le nom, sans que ça n'émeuve personne, de musulmans de France, ben moi je connais beaucoup de musulmans de France qui ne se sentent pas musulmans de France au sens associatif et frériste du terme, et aucun de nos dirigeants n'a à l'époque réagi. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on a institutionnalisé la frange la plus extrémiste de l'islam, la plus conquérante, pour reprendre les propos de vos intervenants, au sommet de représentation. Et évidemment, ça se traduit par une islamisation rampante, pas au bon sens du terme, de ce qu'il y a de pire finalement dans l'extrémisme religieux en France, et c'est présenté de manière institutionnelle. On leur donne pignon sur rue, on leur construit des mosquées, ils peuvent faire des congrès où ils reçoivent des imams sulfureux, etc. Tout ça au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne réagisse. Est-ce qu'on manque de fermeté, Jean-Luc Benamias? Moi, je pense que j'entends tout ça, j'entends les auditeurs et auditrices. Je le répète, les services de police sont dans une surveillance absolue par rapport à la radicalisation. C'est bien un problème politique. Si la police s'en occupe, c'est bien un problème politique. Elle est bien sous la gouvernance de l'État. À ce niveau-là, après, je comprends la complexité, moi qui suis un laïc profondément, la complexité pour toute chef d'État ou Premier ministre par rapport à la gestion des religions, sur la gestion et le respect des religions. C'est pas à l'État de décider qui est le représentant de telle ou telle religion. Toute religion a des déviances intégristes, toutes. Oui, historiquement, ça ne s'écrit pas de la même façon. Historiquement, si vous regardez sur les dizaines d'années, mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Je peux le dire. Ça, c'est du relativisme. Vous faites le jeu des islamistes. Vous pouvez pas dire ça. Je fais le jeu. Je fais le jeu des islamistes. N'importe quoi. J'essaie de. Laissez-le terminer. Je viens d'entendre un discours qui est votre discours sur. Ils l'ont fait exprès. Les chefs d'État et de gouvernement, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, ont fait exprès de faire venir des frères musulmans et de les mettre à la direction de l'islam français. Eh bien, je dis que c'est faux. C'est vrai, l'UOIF, c'est quoi? Je dis que c'est faux. C'est quoi? Je dis que c'est faux. C'est des créations de qui? Qu'ils l'ont fait exprès ou pas, l'UOIF et le CFCM, c'est les créations de qui? Quels sont les... Tout le monde sait bien. On va aller plus loin. Oui, effectivement, qui amène le pognon par rapport aux mosquées? Ce sont des pays riches de l'islam où il y a de l'islam radical, notamment, évidemment, l'Arabie Saoudite, notamment le Maroc, notamment l'Algérie, et ainsi de suite. Et quelles mesures de sauvegarde je voudrais qu'on parle d'autres sujets. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent par rapport à ça. Pour l'instant, ils ne font qu'essayer. Nous voilà en train de défendre le chef d'État et le gouvernement, c'est génial. Juste l'information que je vous donne, effectivement, c'est 3 surveillants radicalisés. Alors j'adore le titre, mutés dans une prison pour mineurs. C'est-à-dire que ce sont des gardiens de prison qui sont inscrits dans un fichier radicalisé et qu'on envoie dans un... Ça paraît absolument invraisemblable. Bon, à vérifier. De responsabilité, oui, à vérifier. À vérifier. C'est tellement énorme que... non, ça semble... Attendez, je vois pas comment on peut envoyer 3... Alors, il y a quelques jours, l'administration pénitentiaire a reçu un message d'alerte des services des renseignements du Bouches-du-Rhône. Son contenu indique que 3 surveillants vont prochainement être affectés à un établissement pénitentiaire pour mineurs de la région. C'est le Figaro qui rapporte ça. Ils sont tous les 3 inscrits au fichier de traitement de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc voilà, si c'est la réalité, c'est assez inquiétant. Si on suit les auteurs de ce rapport, ces 3 personnes devraient être virées. Par les plus près. Si on suit les auteurs du rapport, ces 3 personnes devraient être virées. Mais ne le seront jamais. À suivre, mais la question c'est est-ce que c'est un énième rapport? On verra. On en aurait viré les 11 000 qui sont déjà fichés S pour radicalisation. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, on va parler. Vous avez plein de militants qui sont fichés. Vous avez plein de militants qui sont fichés. C'est la meilleure façon d'éviter la guerre civile. C'est de virer les graines de la guerre civile. Vous avez plein de militants qui sont fichés. On n'entend rien. C'est pas nous qui avons fait des attentats en 2015. Attendez, arrêtez avec ça. Stop. Allez, on va faire une pause, ça va calmer les esprits. On va parler de la circulation différenciée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une mesure anti-pauvre? Est-ce que c'est discriminant? Si vous n'avez pas de vignette 1, 2, 0, 1 ou 2. Je comprends rien, je vous le dis. Vous comprenez rien? Vous allez nous expliquer. Allez, 0826 300 300. Sud Radio, Valérie Expert, débat.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, dimanche prochain de 10 à 11, on se retrouve place du marché sur Sud Radio, avant d'aller sur la vraie place du marché pour aller chercher ces bons produits pour le déjeuner du dimanche. On se retrouve avec des chefs, des artisans, des producteurs, enfin tout ce qui fait le monde de notre table à la française. Allez, à dimanche matin. Sud Radio, place du marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Showroom Privé présente un joli haut en soie avant le cours de yoga. Une robe très oh là là, robe ceci, robe cela. Appli Showroom Privé, mon temps est maîtrisé. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, c'est le jour extra sur showroomprivé.com. 10 € de remise supplémentaire sur des prix déjà totalement waouh. Profitez-en vite avec le code PERFECTDAY. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable pour toute commande supérieure à 60 €, voire conditions sur le site ou l'application mobile. Sud Radio. Dans les Pyrénées-Orientales, À Font-Romeu, sur 102.3. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Il fait chaud, hein? Eh bien, c'est le moment de profiter des soldes chez Carrefour. Les soldes, tu parles? Avec juste moins 10%, c'est ça? Mais non! Jusqu'à 50% de remise immédiate sur de nombreux articles textiles. Shorts, petites robes. Oh, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Dès aujourd'hui, c'est les soldes dans vos hypermarchés Carrefour. Avec jusqu'à 50% de remise immédiate sur de nombreux articles textiles. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Détails de l'offre et magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter de tout petits prix, mais toujours de grands services. Chez Kiabi, même pendant les soldes, nous échangeons et remboursons vos articles jusqu'à 30 jours après l'achat. Le bonheur, non? Les soldes par Kiabi, du 26 juin au 6 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur articles signalés, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez Carla et Nicolas Sarkozy, leur plan secret pour revenir sur le devant de la scène. Dans Journal de France, interview exclusive de Mathilde Seigné, Plus rien ne me fait peur. Mylène Farmer, le grand retour. Dans Journal de France, le triomphe d'Alain Delon à Cannes, quelle émotion. Élise Lucet, l'étrange rumeur. Monica Bellucci, l'amour en danger. Frédéric François, laissez-moi vivre ma vie. Et la deuxième jeunesse de Sheila. Journal de France, en vente chez votre marchand de journaux. Alors, je fais un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels? Oh, moi je préfère quand c'est... La discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 4 éclairs au chocolat ou au café sont à 2,30 € chez Netto. 2,30 €. Netto, le discounter qui fait la différence. 320 grammes, soit 7,19 € le kilo, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Allez, nous sommes ensemble sur Sud Radio, décidément. Avec vous jusqu'à midi, circulation différenciée. Alors, c'est la circulation qui a été mise en place aujourd'hui à Paris et sa banlieue. Lyon, Annecy, Grenoble sont concernés. Les véhicules critères 5, 4, 3 sont interdits, en tout cas pour aujourd'hui, à Lyon et à Paris, pour limiter la pollution. Ça concerne près de 5 millions de véhicules en région parisienne sur les 8 millions, donc ça diminue en gros par 2. Donc vous me dites que vous comprenez rien, Eric. Attendez, donc rappelez-moi lesquels. Alors 3, vignettes 4, 5, on ne peut pas circuler. D'accord. Vous pouvez circuler si vous avez 0, 1 et 2. Voilà. Et est-ce que moi, j'ai même pas regardé si j'avais une vignette sur ma voiture. Si t'as 0, c'est qu'elle est neuve. Si ça, non, elle n'est pas neuve justement. Non, elle n'est pas neuve. Il faut regarder. Attendez, franchement, il y a cette histoire de vignette. Il y a l'accès à l'information parce que quand même. Les médias en ont beaucoup parlé, mais enfin, il faut quand même avoir fait la démarche d'écouter, j'insiste, de comprendre et d'aller vérifier qu'on est bien dans ce cas de figure. Et puis, il y a quand même un vrai sujet, mais vous l'avez un peu annoncé, Valérie, c'est que plus les voitures sont vieilles, ça veut dire plus on a des problèmes de pouvoir d'achat normalement, parce que rouler avec une 2 chevaux, une 4L, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Ça veut dire que moins vous avez une voiture neuve, moins vous avez la chance de vous payer une voiture neuve, plus vous êtes en difficulté. Donc c'est bien la question que je vous pose. Est-ce que c'est discriminant ? Et puis je rajoute quand même, on en a parlé ici, puisqu'on parle des grandes agglomérations et de Paris. Moi, je prends quand même le cas de figure, j'insiste, parce que moi, j'en reviens même pas, si vous voulez. La rue de Rivoli, qui est quand même pas une petite rue dans Paris, si vous voulez. La rue de Rivoli. Bon, vous avez à droite la voie pour les taxis et les bus. Maintenant, à gauche, vous avez une double voie cycliste. Et maintenant, vous avez une voie de circulation, et encore, c'est en travaux, pour les bagnoles. Bon, mais attendez, mais c'est incompréhensible. Et des voitures qui restent pendant des heures et des heures
dans les bouchons, rue de Rivoli ou ailleurs, je voudrais voir le bilan peut-être que l'écolo du plateau va pouvoir nous le dire. Je vais donc me répéter. Donc ça veut dire que j'ai dû toucher juste. Dans le monde entier, que dans les mégalopoles et dans les grandes villes, la place n'est plus aux voitures individuelles. C'est net, précis, et ça ira de pire en pire pour ceux qui veulent utiliser leur voiture. Il n'y a pas d'autre choix. Je reviens sur ce que disait Valérie, car c'est clair. Il y a un problème précis dans les quartiers en difficulté, les quartiers difficiles, les zones difficiles comme la Seine-Saint-Denis, où 75% des voitures ne peuvent pas circuler. Et là, c'est un vrai problème de reconversion, de travail en amont. Bien évidemment que ça n'est pas possible de rester dans des situations comme celle-là. Je pense évidemment aux artisans, aux commerçants, à ceux qui sont obligés de circuler. Et du jour au lendemain, on leur dit. Mais pour le reste, par rapport à tout ce qui est pollution urbaine, danger de la pollution urbaine, je m'excuse, il y a des mesures drastiques qu'il faut prendre. On aurait dû. On aurait pu les coordonner. Exactement. On aurait dû se prendre plus en avant. Et c'est pas faute. C'est pas faute que les écolos dont je suis ont alerté par rapport à ça depuis très nombreuses années. Tout d'un coup, on s'en aperçoit. Après ça, il y a une ville qui manque, comme vous avez pu le voir. Je vis à Marseille. À chaque fois, Marseille, c'est très en retard par rapport à tout ça. Or, la pollution à Marseille, elle est aussi très forte. Mais il y a une chose qui m'interpelle. Ce matin, je suis venu en vélo, moi, ici. Je suis un bon citoyen. Effectivement, il y a beaucoup moins de circulation, mais alors on voit toujours les poids lourds. Les poids lourds, les gros camions de livraison et tout ça. Ah non, mais c'est incroyable. Les bus, et ça, moi, je trouve aussi que, par exemple, par rapport à Paris, à Paris, je ne comprends pas pourquoi on ne réglemente pas les livraisons. Ça va venir. C'est en train. Bah oui, mais attends, ça serait la première mesure à prendre. On coordonne. Moi, je suis effarée par les bus aussi, les bus de tourisme qui ont leur 20 heures qui tournent, qui sont arrêtés. Donc ça, la pollution, visiblement, ça gêne pas Madame Hidalgo. Pourquoi on fait pas tout en même temps? Parce qu'il y a une certaine liberté dans un pays comme la France qui fait qu'on ne décide pas tout en même temps et que les contrôles ne sont pas au même niveau. Les livraisons à Paris, c'est vraiment un peu... Les livraisons, là aussi, c'est pas qu'à Paris. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Les livraisons, des discussions par rapport à ça qui ont lieu, j'ai participé à quelques-unes, c'est comment on peut livrer en voiture et en camionnette électrique. Comment on peut faire pour qu'il y ait des livraisons de proximité. Il faut remettre tout à plat par rapport à cela. C'est la même chose sur les camions qui circulent sur le périphérique. C'est pareil. Alors bon, c'est vrai que moi je suis assez d'accord de limiter la circulation en cas de canicule, parce que vraiment dans les grandes villes, l'air est irrespirable. Par contre, il faudrait à ce moment-là rendre les transports gratuits. C'est les jours où on limite la circulation, parce que du coup, faut que les gens quand même se déplacent. Quant à la réglementation des livraisons, vous savez, quand vous connaissez un petit peu le côté cyclique et différencié des activités économiques, tout le monde ne livre pas au même moment, le même jour, etc. Donc c'est compliqué. Je suis plus d'accord avec vous quand vous dites les moyens de livraison doivent être changés pour l'électrique, etc. Ça me paraît plus cohérent avec l'activité économique de la ville. Et enfin, il y a quand même un truc que j'ai du mal à piger, c'est que les gens qui prennent les décisions de limiter les circulations de voitures, qui veulent que tout le monde prenne le transport en commun, etc., eux, ils circulent dans des voitures noires banalisées sur les couloirs de bus avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on impose à toute la population d'abandonner sa voiture, comme M. Benamias le propose, à la condition que ceux qui prennent ces décisions soient les premiers, pacta sunt servanda, respectent la règle que tu édictes. Il ne faut pas que cette espèce d'écologie devienne un moyen d'accroître les privilèges de ceux qui auraient le droit de se déplacer en carrosse et de la populace qui, elle, serait astreinte à aller s'étouffer dans des transports bondés. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Alors, on a Patrice en ligne avec nous. Bonjour Patrice, on vous écoute. Bonjour. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Écoutez, moi j'habite en plein cœur de Paris et comment vous dire, tout en restant poli, que les nouveaux gourous de l'apocalypse écologique, mais j'en ai vraiment marre, mais sincèrement marre. Alors Hidalgo, j'habite pas avec elle, je ne vis pas avec elle, je ne partage pas ses idées, elle prend des décisions toute seule. Moi j'habite depuis 6 ans en plein cœur de la capitale. Et en plus de ça, c'est une mesure qui sanctionne les pauvres. Parce que c'est un privilège que de pouvoir s'acheter un véhicule hybride aujourd'hui pour correspondre aux critères de Madame Hidalgo. Ouais. Mais nous, on est les sans-dents. On n'a pas les moyens de changer de véhicule tous les 5 ans pour répondre aux nouvelles règles. Moi, j'ai de plus en plus l'impression que vous avez des gens qui s'ennuient, qui ont probablement pas d'enfants et qui ont trouvé ce nouveau sujet. Et c'est génial. Et j'ai l'impression qu'on devient un pays pervers et narcissique. Il n'y a aucune compassion. Il n'y a pas de compassion dans les mots de ces gens.
L'harmonie, on a oublié. On pourrait, par exemple, proposer aux Français un plan. Mais un plan, c'est-à-dire on a dû protéger Renault, Peugeot et Citroën en les incitant, parce qu'il fallait quand même qu'on maintienne l'industrie. Donc ces gens-là étaient spécialistes de quoi? Du diesel. Et aujourd'hui, on nous fait payer ça. Moi, j'ai été subventionné par l'État pour acheter mon véhicule, monsieur l'écolo. J'ai pas envie d'en changer. J'ai pas les moyens de le faire. Mais là, vous avez quoi? Mais déjà, vous avez une voiture dans Paris? Non, en réalité, je m'en suis séparé. Parce que avec les mesures parce que, si vous voulez, il faut comprendre une chose. On peut vivre en plein centre de Paris et avoir des amis à 30-40 km de Paris, avoir besoin de déplacer des meubles, avoir besoin de transporter des choses, avoir besoin d'aller chercher ses neveux, ses nièces, ses enfants, faire des sorties. Donc c'est pas parce qu'on vit dans Paris qu'on n'a plus le droit de voiture. Non. Et moi j'en ai marre de ces gens qui nous imposent leur mode de vie. C'est plutôt l'inverse jusqu'à aujourd'hui. Hein. Merci, monsieur. Mais donc vous, par rapport à cette circulation, vous différenciez, vous estimez que c'est discriminant? Moi, je trouve ça extrêmement discriminant. Je pense que la bourgeoisie parisienne s'inquiète pour son état de santé. Et non, mais il n'y a pas que... Et prend le reste des Parisiens ou ailleurs. Moi, je parle de Paris. Parce qu'il y a d'autres villes. Hein. Il y a Lyon. Non, mais il y a d'autres villes. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est victime toujours d'une minorité. D'accord. Moi, j'ai un ami qui habite Shanghai. Voilà, c'est quand même en Chine. Hein. En Chine, ils ont décrété que dans 15 ans ou dans 20 ans, on n'aurait plus au sein de Shanghai tel type de véhicule. Mais les gens ont 15 ou 20 ans pour se préparer. Et c'est annoncé bien en avance. On ne passe pas d'une année sur l'autre à expliquer aux gens qu'ils doivent changer de voiture. Oui, qu'on nous a dit, le diesel, etc. C'est... Très bien, merci beaucoup Patrice d'être intervenu. Tintin nous a mis une magnifique photo de sa Renault 4 chevaux de 53. Oui, j'ai vu. Faites attention parce que je suis pas sûr que vous puissiez circuler avec. Si on a droit à voiture de collection. Si on fait le constat quand même, pour reparler de la canicule, qu'on est devant un vrai problème de réchauffement climatique. Après, on peut discuter sur est-ce que c'est l'activité industrielle humaine. Bon. Aujourd'hui, on a une période. On a tous compris qu'il y avait ce réchauffement climatique. Les scientifiques disent qu'à l'horizon 2050-2060, on pourrait vivre par an 8, 9, 10 périodes caniculaires comme celle-là. Donc ça veut dire qu'on est en vrai danger quand même climatique. Alors, moi, ça m'emmerde de mal circuler dans Paris, mais si chacun quand même ne voit que midi à sa porte, et en plus... pour le lundi suivant, vous voyez, pas pour dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans ou pour nos enfants, mais simplement voit les inconvénients que représentent des situations transitoires, je suis désolé de dire que peut-être qu'en 2050, on aura 150 jours de canicule sur 365 et que là, on sera vraiment dans des situations compliquées parce que tout ça va modifier notre comportement sociétal, va modifier l'activité économique. Enfin, je veux dire, le réchauffement auquel on assiste, encore une fois, moi, je ne suis pas un scientifique, mais si on a 9-10 périodes comme ça en 2050... mais enfin, ça va devenir des sujets énormes. C'est déjà le sujet. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer. C'est pour ça qu'il faut parler de reconversion. On a élargi le sujet, mais c'est vrai qu'on parlait de cette mesure-là sur les vignettes critères qui aventagent les gens les plus fortunés qui ont pu avoir des voitures plus récentes. Allez, je voudrais qu'on dise quelques mots de Sciences Po, la fin du concours d'entrée à Sciences Po. Donc, il n'y aura plus d'épreuves écrites. Il y avait un concours pour entrer à Sciences Po à partir de la rentrée 2021. La nouvelle procédure d'admission se fera différemment. Donc, ce sera d'abord le contrôle continu au lycée, la moyenne de leurs épreuves écrites au baccalauréat, et puis il y aura un essai à rendre sur leur motivation et un entretien. Il y aura un essai écrit sur les motivations, c'est ce que je vois. Ils devront aussi rendre un écrit et auront un entretien oral pour les admissibles. Et Sciences Po s'engage à recruter 30% de boursiers. Alors est-ce que ça, c'était une revendication des Gilets jaunes en fait Je trouve... le renforcement du contrôle continu va renforcer, va réévaluer le bac et les classes précédentes, puisque effectivement l'étude des dossiers va beaucoup s'appuyer sur les performances de l'élève en seconde, en première et lors de son bac. Donc le bac va retrouver, à mon avis, une certaine notoriété, une certaine valeur. Donc ça, je trouve ça important. Après, je crois que la réforme de Sciences Po va dans la volonté d'avoir une plus grande diversité sociale dans l'accès aux études. Et ça, c'est une revendication, elle est plutôt, moi je pense qu'elle est plutôt salutaire. Je ne pense pas du tout que l'examen sera plus facile, parce que, entre autres, d'y intégrer sera plus facile. Entre autres, la formation de Sciences Po sera proposée dans le Parcoursup.
dans Parcoursup. Donc il y aura beaucoup de candidats, il y aura beaucoup plus de candidats. Et au contraire, moi je pense que ça va renforcer la qualité de... C'est ce qui se passe à l'étranger, la sélection sur dossier. Jean Messia. Écoutez, moi je suis un ancien élève de Sciences Po, donc je peux vous en parler. Je suis radicalement contre, ça m'étonne pas. et je pèse mes mots, radicalement contre l'abandon du concours. Parce qu'on peut dire du concours ce que naguère Churchill disait de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Une fois que vous avez levé le concours, qui a ses défauts, j'en disconviens pas, la procédure de sélection va se faire sur quoi ? Si vous êtes un élève d'une ville moyenne, enfant d'un cadre moyen, vous aurez moins de chances d'entrer à Sciences Po que le basketteur qui habite dans un territoire et qui sera reconnu comme socialement plus méritant pour y rentrer. Donc il y a une discrimination positive. Oui, parce que c'est la porte ouverte à ça. Ça va être la porte ouverte à toutes les connivences, tous les réseaux, toutes les connaissances. Mais pourquoi ça va être sur dossier ? La seule chose qui est neutre et anonyme, ce sont les copies de concours. Alors, par contre, attention. J'entends qu'il y a certaines classes et certaines zones qui sont défavorisées par rapport à l'accès au concours. Donc démocratisons par exemple l'accès aux classes préparatoires. Faisons des campagnes, et ça pour le coup Sciences Po l'a fait, c'est-à-dire aller dans les territoires où ils n'ont pas entendu parler de Sciences Po, pour faire des campagnes d'information, des campagnes de formation, pour amener les gens au concours. Mais ne cassons pas cette barrière égalitaire qui est le symbole, l'identification de la méritocratie républicaine. Voilà. Oui, mais il y a une défiance. Il y a une défiance des élites aujourd'hui où on explique que c'est le même milieu, le même petit ne cassons pas l'outil. Ne cassons pas l'outil. Enfin, Sciences Po, l'ENA a formé, et l'ENA, mais tous les concours administratifs ont formé effectivement un outil administratif et même dans le privé d'excellence, que cet outil a été perverti par des politiques qui n'en sont pas, ça c'est autre chose, mais ne cassons pas l'outil parce que la politique est inefficace. Oui, non, mais je pense qu'effectivement c'est une mauvaise nouvelle, cette réforme, pour les préparations privées. Qui préparent au concours. Mais Eric, moi je n'ai pas du tout la même vision. Ouais. Moi je pense qu'il faut ouvrir plus largement l'accessibilité de ces écoles. D'abord, il faut savoir que Sciences Po, il y a déjà des préparations dans des lycées défavorisés. Moi, je vais vous prendre un exemple que je connais bien parce que j'ai fait toute ma scolarité là à l'époque, c'est le lycée Joliot-Curie de Nanterre, où il y a une classe prépa à Sciences Po et qui donne sa chance à des gens, mais qui sont issus de quartiers difficiles, de quartiers socialement difficiles, de minorités parfois ethniques, mais pas que. Mais donc, vous êtes favorable au concours ou pas, ou à la sélection moi, je pense qu'il faut faire évoluer le concours. Alors, j'entends ce que vous dites, ça s'entend, mais si on peut avoir une plus grande représentativité de la France d'aujourd'hui, ça permettra, me semble-t-il, non pas de calmer et de trouver une solution à tous les problèmes, mais en tout cas de permettre à des gens qui socialement aujourd'hui ou parfois ethniquement n'ont pas accès à ces grandes écoles, d'y avoir accès et peut-être de trouver une voie d'intégration qui soit différente et plus forte. Voilà. Alors peut-être un peu naïf, peut-être un peu, vous voyez. Mais moi, je veux croire encore à l'engagement de l'école républicaine et Sciences Po. Voilà, c'est un creuset qui donne accès souvent à l'ENA ou d'ailleurs au CFJ, au Centre de formation des journalistes. Bon, voilà, il faut que tous ces gens qui forment la France d'aujourd'hui puissent être représentés. J'ai des doutes par rapport à ce changement. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que je pense que ça ne changera pas grand-chose. Je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'est une première étape très dangereuse. On met la doigt dans un engrenage qui n'est pas bon. Allez, merci à tous les quatre. Il y aura eu des petits points d'accord quand même au milieu des désaccords. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là au micro de Sud Radio. Très bonne journée. On se retrouve demain.